Chers amis, bonjour. Le monde va mal, cela ne semble échapper à personne. De crise en crise, nous avons l'air d'avancer perpétuellement vers le pire d'année en année. La pandémie de Covid-19 a permis à beaucoup d'admettre que le scénario les plus insensés, jusque-là, pouvait devenir réalité. Depuis plus d'un an maintenant, la guerre russo-occidentale a commencé. Une guerre qui devait être éclair et qui se retrouve aujourd'hui enrayée dans un conflit qui semble durer, avec surtout des enjeux qui nous concernent tous aujourd'hui. En effet, au début de la guerre en Ukraine, beaucoup d'entre nous se désintéressaient totalement de ce qui se passait hors de nos frontières. Aujourd'hui, nous semblons payer le prix et la conséquence malgré tout. Tout ce qui nous a semblé très loin vient aujourd'hui nous menacer et nous impacter. Outre les impacts économiques avec la flambée des prix des énergies par exemple ou même de l'alimentaire, c'est aujourd'hui notre intégrité même qui semble être mise en péril avec des pressions constantes et inquiétantes sur les risques d'escalade incontrôlée du conflit. Nous avons tous ce sentiment que quelque chose se prépare à tous les niveaux, entre les ballons chinois au-dessus du ciel des États-Unis, des rapprochements de certains États à jamais et profondément opposés aux pays occidentaux. Je pense notamment à l'Iran, à la Chine, à la Russie, des instabilités dans le monde, et notamment des séismes qui font plus de 45 000 morts en Méditerranée. Bref, l'heure n'est plus au constat, mais à la réflexion. L'emboîtement du pas de la Russie sur l'Ukraine a réveillé un sentiment souverainiste pour une multitude de pays, qui voient en cette offensive une porte ouverte au désir expansionniste de beaucoup d'entre eux. Je pense bien évidemment à la Chine et Taïwan, ou l'actuelle crise du Sahara occidental qui n'en finit plus, des îles au large de la Turquie, sous domination grecque, je pense à Chypre également. Les événements très récents nous poussent à la réflexion. Qu'en est-il de l'issue du conflit en Ukraine? L'Europe et les États-Unis semblent déterminés à ne rien céder, quitte à mettre leur propre sécurité en péril. Les systèmes de défense et d'attaque sont sur le qui-vive pour un pays qui, il ne faut pas l'oublier, n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Pourtant, les revendications de Poutine avant la guerre étaient très claires. Aucune expansion des organisations occidentales aux frontières de son pays. Sans refaire l'historique de cette guerre en détail, j'aimerais soulever avec vous le point de l'armement. Cette guerre reste aujourd'hui une guerre dite conventionnelle, c'est-à-dire où l'emploi des armes autour du conflit sont des armes régies par la Convention de Genève qui légifère un cadre sur l'utilisation des armes, notamment en temps de guerre. Pas d'armes nucléaires, pas d'armes bactériologiques, ni d'armes sismiques ou climatiques par exemple. Sauf que l'objectif net des pays occidentaux est de créer un épuisement massif de l'armement côté russe, avec une alliance des pays européens et des États-Unis qui semble adopter la stratégie de fournir des armes sans discontinuer face à un seul et unique État, la Russie. Imaginez, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Danemark, l'Angleterre et tous les autres pays européens qui y participent fournir des armes sans fin face à un État qui semble être quant à lui seul, bien évidemment avec une limite très vite atteinte dans sa consommation d'armes et de munitions, notamment face à cette guerre en Ukraine. Alors réfléchissons un peu. Que se passera-t-il une fois la Russie dépourvue d'armes, lorsqu'elle aura épuisé tout son stock d'armement? Va-t-elle abdiquer et accepter la défaite après tout ce qu'elle aura perdu? Ce scénario est complètement inenvisageable pour Poutine qui ne cesse de le répéter dans son discours à la nation. La perte de la guerre signifiera la fin de la Russie. Poutine a fait accepter au peuple russe que son existence même est mise en péril face au désir expansionniste de l'OTAN. Alors, que restera-t-il de la Russie en cas d'insuffisance militaire? Je ne vous apprends rien, mais la Russie est une puissance nucléaire. La nature même de l'armement nucléaire réside dans la dissuasion face à l'ennemi, pour empêcher toute attaque ennemie sur son propre sol. Imagineriez-vous une seule seconde Poutine renoncer à l'utilisation de l'arsenal nucléaire et du fait, selon ses dires, accepter la résilience que tout le peuple russe n'existera plus? Cela est impossible. Plus que cela, j'aimerais que nous imaginions ensemble une comparaison à notre échelle, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Vous êtes dans un combat dans la rue ou ailleurs, et vous disposez d'une arme à feu, que vous vous refusez catégoriquement d'utiliser. Vous acceptez alors de vous battre à main nue face à votre adversaire qui ne rêve que d'une seule chose, vous détruire. Sauf que votre adversaire n'est pas tout seul, mais ses amis qui l'entourent ne prennent pas directement part dans le combat, mais admettant qu'ils peuvent lui fournir l'énergie et la force nécessaires et surtout de façon illimitée.
C'est-à-dire qu'à l'heure où vous fatigueriez naturellement, car ce combat demande énormément d'énergie, c'est normal, comme dans un combat de MMA ou du UFC par exemple, votre adversaire, quant à lui, a un cardio sans fin, telle une machine, des ressources inépuisables, car ses amis, justement, sont puissants et nombreux et lui permettent cela. Alors vous êtes sur le point de mourir, car vous le savez, c'est votre vie qui est en jeu. Que vous dira votre instinct de survie? D'accepter de mourir ou de vous servir de votre arme à feu, car vous jugeriez en plus ce combat inégalitaire et perdu pour perdu? Alors imaginez Poutine, qui dans le même cas de figure, acceptera-t-il la défaite ou bien foutu pour foutu? Je sais, nous le savons, ce scénario fait froid dans le dos. Nos pays respectifs adoptent des stratégies toujours plus va-t-en-guerre avec la Russie et c'est le problème justement. Que fera Poutine une fois dos au mur? N'oubliez pas mes amis que c'est lorsque l'animal est blessé qu'il est le plus dangereux. La diplomatie et les concessions devraient être avancées pour résoudre le conflit. Discuter et avancer, voilà ce que devrait être la devise. Ce scénario semble approcher à l'heure où la Russie a demandé officiellement à la Chine de lui vendre des armes. Cette demande traduit alors un épuisement massif de l'arsenal militaire russe. Et mes amis, cela n'est pas bon signe. D'ailleurs, j'en profite maintenant pour aborder avec vous le sujet de la France et de son armée. Le budget militaire français est en chute libre depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, de nombreux experts disent, et c'est un secret pour personne, que si une guerre de forte intensité aura lieu, l'armée française a de quoi tenir une semaine. 7 minuscules petits jours avant de perdre officiellement la guerre. Alors pourquoi, selon vous, une telle résignation de l'armée française? Les différents politiques au pouvoir ont-ils tous perdu la tête? Rappelez-vous, le chef d'état-major, le général De Villiers, en 2017, lors de l'élection du président Macron, qui a sonné l'alarme face aux multiples coupures budgétaires au sein de l'armée. D'ailleurs, que fut la réaction du président? Un limogeage sans concession face à ce qu'il a considéré comme un affront, alors qu'aujourd'hui, les paroles du général De Villiers prennent tout leur sens face à la possible confrontation des armées européennes. Sachez mes amis que cela n'est pas une folie française. Les dirigeants français le savent très bien. La France, comme la Russie, est une puissance nucléaire. Depuis la mise en place du CEA sous le général de Gaulle, la France sait qu'aucun pays ne peut attaquer son sol sans recevoir en retour une pluie de missiles nucléaires. Cette dotation nucléaire a alors laissé les politiques se désintéresser de l'armement dit classique, notamment dans l'optique de faire des économies grâce aux coupures budgétaires. Alors, la France a cette stratégie. Vous pensez que la Russie a une stratégie différente? Imagineriez-vous, demain, la France accepter la défaite face à un pays ennemi après avoir épuisé son arsenal d'une autonomie, il faut le rappeler, de une semaine, sans avoir eu recours à son arsenal nucléaire pour gagner la guerre? Impossible, vous allez me dire, puisque l'essence même et la nature même de cette arme est justement que personne ne vienne vous faire la guerre. Mes amis, la géopolitique est simple, mais elle est très hypocrite, méfiez-vous. Elle est surtout très manipulée. Car, ne vous détrompez pas, nous sommes bien face à une opposition historique des idéologies entre l'Est et l'Ouest, qui n'a pas totalement disparu et qui renaît même de ses cendres depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, dont les braises ne se sont jamais réellement éteintes. Soyons vigilants. Et j'aimerais vous poser une question, selon vous, quelles sont les issues possibles face à cette guerre? La France a-t-elle raison d'être l'allié inconditionnel des États-Unis ou doit-elle agir par elle-même, à l'image par exemple du président Chirac lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis? Quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère, ce soir, qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Et là, il a été question d'exercer le droit de veto à l'ONU. Et c'est là que c'est devenu important. De l'autre côté de l'Atlantique, le sentiment anti-français prend de l'ampleur. Les Américains rejettent toute neutralité. Merci à tous de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. À très bientôt.